On parle toujours de bataille en piste, de faire l'intérieur, l'extérieur, les passes d'armes, les freinages, etc. Mais concrètement, ça se matérialise comment? Et c'est quoi faire la course? Aujourd'hui, on se lance dans les principes généraux de la course automobile pour qu'on mette enfin les mots sur les images. Ou presque. Bienvenue dans le Fast Move. Aujourd'hui, on va voir plusieurs principes, celui des trajectoires, celui de courir avec un autre sur la piste, la défense, l'attaque et le contexte de l'action. Puis, on déclinera ces principes sur les grandes batailles qu'on a eues dans l'histoire de la F1 dans de prochaines vidéos évidemment. Lorsque l'on roule sur un circuit, on cherche à boucler le tour le plus rapidement possible. Et pour ce faire, on emprunte la trajectoire de course ou la racing line en anglais. Évidemment, cette trajectoire s'inscrit dans les limites de la piste, généralement matérialisée par deux bandes blanches continues, voire par un élément naturel comme de l'herbe, du gravier ou les murs d'ailleurs quand on est sur un circuit en ville par exemple. Cette trajectoire de course est le chemin où théoriquement la voiture va le plus vite par rapport à n'importe quelle autre trajectoire sur la piste. Négocier un virage se fait théoriquement extérieur, intérieur, extérieur. On touche ce que l'on appelle le point de corde qui est généralement le point qui symbolise la fin de la décélération et le point de remise des gaz pour sortir du virage. Dans ces conditions, on emmène plus de vitesse dans le virage et on peut emmener plus de vitesse en sortie de virage. Contrairement à rester à l'intérieur tout le temps par exemple. Oui, parce que quand on prend un virage, la voiture a tendance à vouloir se barrer sur l'extérieur sous la contrainte, c'est la fameuse force centrifuge. Bref. Ce que je viens de vous décrire est un aspect général et en fonction des circuits et des suites de virages et de leur typologie, la trajectoire n'est pas toujours extérieure, intérieure, extérieure. Le but est de toujours bien se positionner pour gagner le plus de vitesse possible en ligne droite sans trop en perdre en virage. Sur une suite de virages, on essaiera de sacrifier entre guillemets un petit peu l'entrée dans l'enchaînement pour être bien positionné pour la sortie. On arrive assez facilement à identifier la trajectoire sur un circuit avec les marques de pneus au sol. La gomme se dépose au fur et à mesure des passages des voitures et cela procure de plus en plus d'adhérence au fil des tours et du week-end. Attention, s'il pleut, la gomme déposée glissera beaucoup, donc les pilotes vont prendre plus souvent une trajectoire un peu plus extérieure en dehors de ces marques. Premièrement, sauf contre-indication, la F1 et le sport auto en règle générale, ce n'est pas du stock car. Il ne faut pas se rentrer dedans. On va tolérer quelques petits coups de portière en championnat du monde de tourisme par exemple, et des petites touchettes en F1 aussi, mais le « je freine pas au premier virage à Monza pour te dégommer », ça n'existe pas. C'est d'ailleurs inscrit dans le règlement sportif international de la FIA, appendice L, chapitre 4, entraîner volontairement un véhicule au-delà du bord de la piste ou procéder à tout autre changement anormal de direction sont strictement interdits. Mais on va revenir sur cet article un jour ou l'autre. Lorsque l'on est seul en piste, on est pépère pour prendre notre trajectoire. Mais lorsque l'on est avec une autre voiture, on se bat pour un bout de bitume et la trajectoire idéale. On veut, quoi qu'il arrive, aller le plus vite possible. Pour gagner ou défendre une position commence alors un jeu, une guerre de position. Et la seule arme que l'on a, c'est notre propre voiture. Pour gagner, on doit obstruer la trajectoire de notre adversaire avec notre voiture pour qu'il n'ait plus le choix que d'avorter sa manœuvre et que ce soit une attaque ou que ce soit une défense. Il faut que notre adversaire lâche la manœuvre, lâche le virage. Ce qui permet de conclure une attaque ou une défense, c'est un virage. Car si on n'avait que de la ligne droite, par exemple, on passerait l'autre, puis l'autre se mettrait derrière nous à l'aspiration et il nous repasserait, etc., etc. Le virage, en fait, permet de conclure une manœuvre avec la réaccélération jusqu'à la prochaine fois, jusqu'au prochain virage. Celui qui lâche et rend les armes est donc le vaincu. Mais une manœuvre de dépassement ou de défense n'est qu'une bataille. Et souvent, il vaut mieux perdre une bataille et continuer la guerre plutôt que de perdre la guerre tout de suite. C'est pas un sprint, mais un marathon comme dirait l'autre. La défense consiste à protéger sa position sur la piste et éviter de se faire dépasser par le concurrent avant, pendant et après le virage. Et pour ce faire, on a plusieurs moyens d'y parvenir. Même si les F1 sont larges, elles ne prennent pas toute la largeur de la piste. Dans ce cas, il faut donc que l'on se positionne pour obliger l'attaquant à choisir une ligne où notre voiture fera obstacle pour passer. Une ligne, c'est un concept assez relatif qui peut évoluer au fur et à mesure de la manœuvre. Une ligne, c'est une trajectoire et lorsque l'on est en bataille, on la définit plus par rapport à l'autre voiture que par rapport à la piste. L'intérieur et l'extérieur de la piste ne sont pas des lignes. On ne défend pas l'intérieur ou l'extérieur de la piste
mais l'espace à gauche et à droite de notre voiture. C'est notre voiture qui est attaquée, c'est pas la piste. C'est à ce moment que l'on peut parler de fermer la porte. On ferme l'espace à la gauche ou à la droite de notre voiture pour empêcher notre adversaire de se retrouver dans une meilleure posture pour attaquer le virage. On protège donc en général la partie de la voiture qui est à l'intérieur dans la ligne droite avant le virage. On dit qu'on choisit de défendre la ligne intérieure. Ainsi, on positionne notre voiture entre notre adversaire et la trajectoire de course dans le virage. À part insister à l'extérieur, l'attaquant a une position désavantageuse par rapport au défenseur. Si on ne ferme pas bien la porte et qu'il y a un espace pour passer, à ce moment-là, l'adversaire s'engouffrera dans ce trou de souris et par conséquent, vous retrouverez sur la ligne extérieure de votre adversaire, celle qui est désavantageuse. Si le premier moment important de la bataille, c'est le choix de la ligne, le deuxième moment est le freinage. Forcément, pour continuer de protéger, plus on freine tard, moins notre adversaire sera intrusif avec sa voiture et ne pourra pas se mettre à notre hauteur pour tenter de conclure sa manœuvre. Attention, si on freine trop tard, on peut louper le virage et notre adversaire s'en délectera par la suite. Pendant cette zone de freinage, on a, depuis les fresques de Verstappen au début de sa carrière à répétition, inscrit la règle d'un seul changement de ligne pendant la défense. Grosso modo, que ce soit en ligne droite ou à l'abord d'un virage, vous ne pouvez pas faire l'essuie-glace sur la piste, zigzaguer dans tous les sens pour continuellement fermer la porte à votre adversaire. Ça, c'est un comportement antisportif. En revanche, une fois que les lignes sont choisies, le défenseur a tout à fait le droit de revenir sur la trajectoire en laissant la place à au moins une voiture à l'abord du virage. C'est pour que tout le monde puisse prendre le virage correctement. Il y a des manières plus ou moins agressives de revenir sur la trajectoire. On dit alors qu'on tasse un peu trop notre adversaire, mais c'est justement aussi ces moments que autant à la limite, on va dire, qu'on apprécie nous spectateurs. Forcément, le défenseur est par nature dans une situation désavantageuse. Il ne sait pas par où va attaquer l'adversaire. Donc, il essaie de défendre en fonction de ce que fait l'attaquant. Alors parfois, c'est beaucoup trop too much et les deux voitures sortent de la piste comme le faisait Verstappen. Soit parfois, on passe pas loin parce qu'à 300 km/h, peut y avoir une certaine incompréhension de savoir ce que fait l'attaquant et comment le défenseur doit réagir. Puis bon, ils ne sont pas aidés par des petits rétroviseurs dans un environnement de vibration absolue à grande vitesse. Vous savez, c'est comme quand vous marchez dans la rue et que vous croisez quelqu'un. Vous allez devoir choisir d'aller à droite ou à gauche. Et finalement, 2 ou 3 fois, vous et la personne en face choisissez le même chemin qui se termine en collision. Et en F1, ça peut être le cas, mais les conséquences sont généralement un petit peu plus lourdes. Une attaque, ça se planifie, ça se prépare. Généralement, pendant plusieurs tours, on observe notre opposant pour trouver ses faiblesses, ses forces et surtout pour les comparer aux nôtres. Tiens, dans ce virage, il ressort mieux que moi, donc je dois essayer différemment. Tiens, dans ce virage, là je freine un petit peu plus tard, donc c'est peut-être un avantage. Plus on a d'informations sur notre adversaire, plus on aura de chances de faire la bonne manœuvre et de la réussir. Et si on a en plus l'habitude de rouler avec lui et de connaître la manière dont il défend, dans ce cas, on a encore plus d'informations. En tant qu'attaquant, plus on se décale tard, moins notre adversaire aura de chances de contrer notre attaque. Dans la plupart des cas, pour conclure un dépassement, on tente par l'intérieur. Quand on est à l'intérieur, on obstrue la trajectoire idéale de notre adversaire avec notre voiture. Mais si le défenseur ferme tout le temps la porte, il va peut-être falloir essayer par l'extérieur. L'extérieur est plus risqué, plus complexe à mettre en action. Si on veut prendre l'avantage, il faut que l'on obstrue la trajectoire de notre adversaire avec notre voiture, je vous le rappelle. Et pour ce faire, il faut donc se placer entre sa voiture et la sortie du virage. Ainsi, il faut qu'on se tape tout le chemin à l'extérieur et que l'on finisse par être bien devant notre adversaire en sortie de virage. Comme les voitures se font naturellement pousser à l'extérieur dans un virage, notre adversaire a de grandes chances de nous pousser aussi probablement un petit peu en dehors de la piste. Du moins, on verra l'espace pour notre voiture se réduire au fur et à mesure du virage. Si notre adversaire freine un peu trop tard et s'ouvre dans le virage et nous pousse dehors, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes de ne pas avoir prévu une autre stratégie plus payante. Je vous rappelle, on doit obliger notre adversaire à rendre les armes et ne plus lui laisser le choix. Faut donc pas compter sur son bon vouloir d'être un petit peu sympa. Ça n'existe pas, on est en guerre. Nous sommes en guerre. D'ailleurs, même si on est devant, si notre adversaire s'ouvre, il peut nous mettre dehors quand même. Albon s'en souvient encore malheureusement en Autriche l'année dernière. D'où les autres techniques que l'on voit un petit peu plus régulièrement, notamment dans les formules de promotion. Le dummy ou la feinte. Cela consiste à se mettre à l'aspiration derrière votre concurrent, choisir une ligne avant lui, idéalement l'extérieur, et donc
pousser votre adversaire à penser que votre ligne définitive est bien l'extérieur. Auquel cas, il va se dire « Ok, j'ai plus besoin de défendre mon intérieur, je peux commencer à me rabattre gentiment sur la trajectoire pour prendre le virage. » Il a choisi. Sauf qu'en réfléchissant comme ça, votre concurrent ouvre un espace à l'intérieur, légèrement. Et donc, vous pouvez, au dernier moment, mettre un coup de volant et vous jeter de l'autre côté. Voilà, vous venez de forcer votre concurrent à ouvrir l'intérieur en lui faisant une feinte. Vous êtes à l'intérieur, maintenant il faut freiner parfaitement et conclure votre dépassement en sortie de virage. Deuxième technique qui ne marche pas à tous les coups, bien plus souvent sur des virages lents avec un gros freinage où la réaccélération, on va dire, est vraiment très importante, le switchback ou le décroisé en français. On la fait pas à votre adversaire qui protège son intérieur comme jamais, la feinte ou le demi ne marche pas. Bref, vous êtes enfermé à l'extérieur, le but est de pousser votre adversaire à penser que vous allez freiner très tard pour tenter par l'extérieur. Vous comptez sur le fait que votre adversaire fasse une petite faute sur son freinage, un petit blocage de roue par exemple, ou simplement de freiner un petit peu trop tard, et vous vous contentez en fait de freiner comme d'habitude. Sauf qu'au lieu d'emmener votre voiture vers l'extérieur avec de la vitesse, vous allez freiner encore un petit peu plus avant de braquer pour prendre votre virage. Au moment de braquer, vous décroisez votre adversaire en plongeant à l'intérieur, pendant que lui va se promener voir les tribunes. Vous privilégiez finalement la sortie de votre virage en vous mettant le plus droit possible vers la sortie pour avoir la meilleure réaccélération possible pour le fumer sur la ligne droite, pendant que lui va galérer en sortie de virage à essayer de remettre le pied sur l'accélérateur en patinant, etc. La bataille, ce n'est pas une question de savoir qui est le plus brave ou qui est le plus rapide, c'est celui qui réfléchit le mieux et qui pousse son adversaire à commettre une erreur. Attaquant comme défenseur, les erreurs sont nombreuses. Pérez sur Norris, l'action est brave et sympathique mais totalement idiote. On est en début de course et il tente le diable sur une voiture qui est moins rapide et qu'il va de toute façon doubler dans 3 tours au maximum. Quel est le rush de vouloir absolument passer par l'extérieur tout de suite et de prendre plus de risques? Une manœuvre de dépassement, c'est une des batailles de votre course. Jeter toutes ses forces dans une bataille, ça se fait quand on est désespéré et que c'est la seule solution. Ça se fait dans les derniers tours quand c'est pour se battre pour un point ou pour la victoire par exemple, mais pas en début de course. Donc oui, dans les manœuvres de dépassement, on a la partie concrète, la technique pour effectuer notre manœuvre, mais il y a aussi tout le contexte à prendre en compte. Hamilton sait pertinemment que Verstappen est un pilote agressif et il l'a dit lui-même, il prend une marge de sécurité plus importante quand il se bat avec lui qu'avec les autres pilotes. Au lieu de fermer totalement la porte au premier virage en Espagne au départ, il a préféré ouvrir, laisser passer, car tout ne se joue pas au premier virage. Quand Raikkonen et Alonso montrent que faire la course roue contre roue, c'est possible, c'est parce que ces deux-là se connaissent parfaitement depuis 10 ans, si ce n'est même pas 20 ans d'ailleurs, et qu'ils se sont jamais fait de coups fourrés. Raikkonen sait pertinemment qu'Alonso laissera toujours de l'espace pour son adversaire, très peu, juste ce qu'il faut. Valtteri Bottas sait pertinemment qu'il vaut mieux perdre une place et passer pour un pilote mou que de planter sa voiture sur une bataille avec Verstappen. Les points sont plus importants qu'une bataille. Alors oui, comme le dit si bien Alonso, all the time you have to leave the space. Laisser de l'espace, c'est montrer du respect envers l'autre. Mais parfois, les enjeux sont plus importants et ne laissent pas assez de place au respect. En témoigne la guerre entre Hamilton et Rosberg par exemple. Ce respect était une garantie entre les pilotes de course lorsque la mort était omniprésente dans le sport dans les années 50 à 80, même 90. Les pilotes agressifs étaient tous traités de fous dangereux. Avec l'amélioration de la sécurité et un prodige brésilien, on a commencé à voir des manœuvres un peu plus dangereuses devenir un peu plus récurrentes. Ayrton Senna, l'un des meilleurs pilotes de F1, avait cette particularité de pouvoir toujours jouer sur l'aspect psychologique de son concurrent lors d'une manœuvre. Dans une manœuvre, il se mettait de telle sorte qu'il n'imposait pas sa voiture, mais imposait au concurrent de faire un choix. Ou tu me laisses passer, ou on sort tous les deux, mais c'est ton choix. À partir du moment où le pilote laissait sa peur parler et laissait passer Senna, c'était terminé. Psychologiquement parlant, Senna passerait à chaque fois. Schumacher a été dans un style un petit peu similaire, mais beaucoup plus fourbe en fait, et cela lui a joué des tours parfois. Hamilton avec Rosberg a été dans des positions où là aussi la fourberie laissait place à trop d'ambiguïté pour savoir s'il faisait exprès de pousser son coéquipier dehors. Et lorsque c'était Rosberg qui tentait la même chose, ça crevait les yeux qu'il le faisait exprès. Mais tout cela, on va en reparler dans de prochains Fast Move pour revenir et comprendre certaines batailles en Formule 1.